Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour l'interview, je reçois Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais avant de parler de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on va d'abord parler de Bruxelles, parce que vous êtes aussi député régional, et notamment de cette situation terrible des tunnels, avec ces trois questions. À qui la faute? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qui va payer? D'abord, à qui la faute? Vous avez été au gouvernement bruxellois. Pourquoi vous n'en avez pas fait davantage sur la rénovation des tunnels? Le dernier dossier des tunnels, c'est la dernière fissure qu'on va essayer de colmater en urgence, comme on fait dans la plupart des cas, malheureusement, en politique ces derniers temps. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'effectivement, j'ai été membre du gouvernement précédent. Je n'avais pas la compétence ni de la mobilité, ni des travaux publics. Et en tout cas, le dossier du tunnel Stéphanie, on n'en a pas du tout parlé. Moi, j'en ai jamais entendu parler pendant 5 ans. Donc, on n'a pas du tout été alerté en se disant, tiens, là, il y a un risque de fissure ou de sécurité qui est lié et des travaux qui peuvent être réalisés. Ce que je peux aussi vous dire, c'est parce qu'on cherche inévitablement alors la responsabilité, c'est la faute à qui? Et je vois très très bien comment est-ce que ça va s'engager, où chacun va se lancer la responsabilité les uns contre les autres, puis finalement on va dire que tout le monde est responsable, comme ça personne n'est responsable. Ce que je pense, c'est que ce sont les logiques qui nous conduisent à ce type de situation qui sont responsables de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire? Les écologistes, depuis qu'on existe pratiquement, disent attention, on ne peut plus construire les villes comme on les construit maintenant, avec d'énormes investissements qui sont des espèces d'avaloirs d'autoroutes tels que les tunnels, tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui font en sorte qu'on a des problèmes de mobilité de plus en plus importants qui ont un coût important en matière économique, en matière de pollution, en matière de circulation, qui cassent la tête à tout le monde finalement. Il faut pouvoir réfléchir autrement, comme le font d'ailleurs d'autres villes dans le monde avec succès et qui améliorent et la qualité de vie et la mobilité dans leur centre urbain. Quand on disait ça, tout le monde estimait que ce n'était pas le moment de s'en occuper, qu'on ne pouvait pas changer les choses du jour au lendemain, et finalement on a continué à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec des factures qui sont énormes. On parle de plusieurs centaines de millions pour pouvoir réparer une solution qui n'est pas une solution. Parce qu'on sait très très bien que dans les années qui viennent, il va falloir changer la logique de ces tunnels. On ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, comme on est dans une logique où on va réparer le dernier problème en cours en urgence, on va colmater des fissures, des brèches, mais on ne va pas régler structurellement le problème de mobilité à Bruxelles, c'est ma grande crainte. Mais vous répondez sur la logique, vous ne répondez pas sur la faute. Est-ce qu'on peut se dire que ces dernières années, les gouvernements étaient plutôt anti-voiture et que donc on ne dépensait pas beaucoup d'argent pour les tunnels? C'est l'inverse. Quand on a hérité, quand on a construit ces tunnels, on était surtout anti-Bruxelles. Parce qu'on a construit surtout au moment de des infrastructures. Et début des années 70. Voilà, on a surtout construit des infrastructures qui tenaient compte de l'intérêt des autres régions, des nafteurs qui pouvaient arriver à Bruxelles, mais certainement pas des Bruxellois. Donc ça, c'est un premier élément. Donc s'il y a une responsabilité, c'est d'abord dans cette logique-là. Ensuite, on savait que ces infrastructures coûtaient extrêmement cher, qu'il fallait pouvoir les rénover. Alors, je ne conteste pas, moi, que ces dernières années, compte tenu aussi des moyens faramineux qui pouvaient exister dans la construction, sans doute que les ministres qui étaient compétents avaient des difficultés à pouvoir se présenter, à dire bon, ben, on va investir maintenant autant de centaines de millions pour aller là-dedans. N'oublions pas que Bruxelles sort de décennies où elle a été sous-financée. Où on devait régler les problèmes de logement, régler les problèmes de sécurité, d'enseignement, de rénovation de quartiers, etc., qui ont fait en sorte qu'on a dû aussi faire de choix au niveau des investissements et qu'on a réclamé un refinancement. On a aussi travaillé pour améliorer les transports en commun, en essayant de faire en sorte qu'on investisse pour qu'il y ait un réseau le plus dense possible, ce qui aujourd'hui commence à ressembler vraiment à quelque chose d'intéressant. Les ministres qui ont été porteurs, en tout cas, de travaux publics, ne sont pas venus, à ma connaissance en tout cas, avec les problèmes tels qu'ils sont identifiés aujourd'hui. On a parlé du tunnel Léopold II. Effectivement, il y a des études qui avaient commencé à être engagées pour pouvoir travailler à sa sécurisation, ce qui était évidemment indispensable. Mais là où on a sans doute tardé, et là où on n'a pas su convaincre tout le monde, c'est de pouvoir anticiper le vieillissement qui a été quand même assez rapide pour certains de ces tunnels, pour pouvoir aller dans des solutions structurelles
beaucoup plus positive pour Bruxelles. Or, aujourd'hui, le fait qu'on ait tardé à faire ces travaux-là fait en sorte que pour des raisons de sécurité, on va devoir investir pendant des millions, des centaines de millions dans ces logiques qui sont des logiques plutôt du siècle dernier et pas du siècle d'aujourd'hui. Donc vous préférez qu'on ferme les tunnels? Parce que comme ça, il ne faudrait pas les rénover. On ne peut malheureusement jamais prendre les bonnes décisions quand on travaille en urgence. Le problème, c'est que nous, écologistes, chaque fois qu'on venait en essayant de voir avec une vision, en essayant de voir à moyen terme et à long terme, on nous le reprochait finalement, en nous disant « mais ça, c'est pas pour maintenant, ça, c'est pour plus tard ». Alors, c'est chaque fois la même logique. On peut parler des centrales nucléaires, on peut parler de la question de l'alimentation, on peut parler de la question de l'éducation, on peut parler de toute une série d'autres éléments. À chaque fois qu'on vient avec une vision et en essayant de préparer l'avenir, on nous dit c'est pas le moment, il faut faire ça plus tard. Et donc, on est obligé de travailler toujours en réparant les choses, en devant travailler en urgence et en n'ayant pas la possibilité de travailler dans l'ordre. Christos Doulkeridis, vous l'avez dit vous-même, de l'argent a été dépensé pour les pistes cyclables, pas beaucoup pour les pistes cyclables, ça je peux vous dire. En termes de budget, très très peu. Pour l'affectation des boulevards, il y a eu quand même. Bruxelles a changé ces dernières années. Bruxelles a changé. Donc est-ce qu'on n'a peut-être pas, on peut oublier qu'il y avait effectivement des vieux outils d'équipement, des vieux équipements, et ceux-là, on ne les a pas entretenus. Moi je ne conteste pas qu'il y a, visiblement, puisque quand on regarde le tunnel Stéphanie, ce n'est pas normal qu'on découvre tout à coup qu'il y a ces difficultés-là et que le politique n'ait pas été alerté. Donc, il y a une commission qui va se mettre en place au Parlement et il faudra faire de la lumière par rapport à ça. Mais ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'on s'amuse un peu beaucoup à chercher des responsabilités personnelles de tel ou de tel parti ou de telle femme ou tel homme politique, mais que fondamentalement, si on n'apprend pas de ces leçons-là, à réfléchir aussi autrement et à se dire que d'autres villes réussissent mieux la rénovation de leur ville en faisant des aménagements qui sont beaucoup plus positifs aussi pour les habitants de cette ville, alors on risque vraiment de passer à côté des bonnes solutions. Donc un peu plus de réflexion. Mais qui doit payer alors? Est-ce que le fédéral doit payer? Est-ce que la région wallonne, la région flamande, les eurocrates? Ou est-ce que Bruxelles a les moyens de se payer cette C'est très amusant d'entendre aujourd'hui dire bah non, ça c'est un problème bruxellois. C'est comme le RER, c'est un problème bruxellois. Comme si les nafteurs n'étaient pas du tout concernés par la saturation de ces tunnels ou l'utilisation de ces tunnels ou du RER qui les aiderait à venir de façon alternative à Bruxelles. Donc c'est un problème belge, c'est un problème qui est lié à la capitale. Alors on sait qu'on s'est battu pendant des années pour obtenir un refinancement. Que ce refinancement, on l'a enfin eu, qu'on se rend compte qu'un tiers de ce refinancement est déjà engagé pour pouvoir investir dans la mobilité, c'est-à-dire la STIB, parce qu'elle sert aussi notamment les intérêts des habitants des deux autres régions, c'est-à-dire les nafteurs. Il reste déjà plus grand-chose de ce refinancement-là. Or, on met la pression et on dit ça, c'est un problème bruxellois. Mais quand Bruxelles veut réfléchir toute seule à la question de sa mobilité et envisager, par exemple, de manière non dogmatique, mais de manière la plus sérieuse possible, comme d'autres villes l'ont fait, la question d'un péage pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on limite l'entrée dans le centre, comment est-ce qu'on régule mieux. Là, on dit « Ah non, ça, Bruxelles, vous ne pouvez pas décider tout seul, vous devez vous concerter avec les deux autres régions. » Ce qui me paraît logique, moi. Ce qui manque dans ce pays, c'est une logique de coopération. On n'est plus capable de réfléchir dans un intérêt général parce que toutes les compétences sont dispersées et que les uns se renvoient la balle aux autres. On ne travaille donc plus sérieusement et on ne sait pas prendre les meilleures décisions possibles. Ça devient gravissime et ça devient gravissime dans beaucoup de domaines de compétences très 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 différents. Et c'est renforcé par le fait qu'à certains niveaux, on a arrêté de vouloir coopérer avec Bruxelles. C'est extrêmement grave. Le fédéral semble ne plus parler à Bruxelles. Et les Bruxellois n'arrêtent pas de se plaindre en disant, ben voilà, on a écrit au gouvernement fédéral, mais on n'a pas eu de réponse. On a écrit au Premier ministre, mais on n'a pas de réponse. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être dans un pays comme la Belgique, où il y a une dispersion incroyable des compétences, et ne pas rentrer dans une culture où, quel que soit le parti politique, on essaie de trouver des solutions ensemble. Si ce n'est pas le cas, il y en a un seul qui va gagner dans cette histoire-là, c'est évidemment la NVA, parce que elle, son projet, c'est que ça ne fonctionne pas. Enfin, hélas, vous êtes dans l'opposition partout, donc vous avez pas tellement de marge de manœuvre en la matière. Je vous propose de passer à un autre sujet. Au début de semaine, vous êtes inquiété du tout à la sécurité et qu'il y avait moyen, en ces périodes de menaces et tout ça, de faire d'autres choses. Notamment de marier sécurité et culture. Ça veut dire quoi? C'est pas marier les deux. C'est-à-dire qu'on le sait, on a été bousculés tous de manière extrêmement forte, évidemment, par la vague d'attentats qui sévit un peu partout dans le monde et aussi chez nous. La première réaction que j'ai entendue de la part des femmes et des hommes politiques, c'était de dire
ces barbares, ces espèces de fascistes qui viennent s'attaquer à nos valeurs, vous n'allez pas gagner, vous, les barbares. Et nous allons défendre nos valeurs. Notre valeur, c'est quoi ? C'est le vivre ensemble, même si on est différent, si on a des religions différentes, si on a des origines différentes. C'est la démocratie. C'est la liberté de la presse, c'est la liberté de manière générale. C'est à ça que vous, les barbares, vous vous attaquez. Et finalement, qu'est-ce que les mêmes ont pris comme mesure juste après les attentats ? Ce n'est que pratiquement des mesures sécuritaires. Je ne conteste pas qu'il fallait prendre ces mesures sécuritaires. Il fallait effectivement se défendre et prendre des mesures pour assurer la sécurité de nos citoyens, améliorer les services de sûreté. Mais si on ne fait que s'aligner sur ces questions sécuritaires, alors ça veut dire qu'on donne aussi en partie raison à ces terroristes, ces espèces d'obscurantistes qui essayent de casser nos valeurs. Et donc je dis que, comme un peu l'Italie l'a fait, le Premier ministre italien a dit, face au terrorisme, moi je dis que chaque euro qui ira à la sécurité sera contrebalancé par 1 euro qui ira à la culture. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de montrer fièrement que nous croyons en nos valeurs, que nous croyons en notre culture. Et que c'est la culture qui va nous aider, qui va aider nos jeunes, qui va aider les adultes à ne pas tomber dans l'obscurantisme où les autres veulent nous pousser. Parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est réelle. Quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les informations, la montée des haines, elle est partout. La difficulté de comprendre ce qui est en train de se passer, les stigmatisations, les caricatures, elles sont dans tous les camps, malheureusement. Et donc, on a absolument besoin d'investir plus d'artistes dans nos écoles, plus de culture, plus de philosophie, plus de moyens pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe. Valoriser aussi la diversité. Et je vais vous donner un exemple qui m'a terriblement choqué, qui était dans l'actualité. On a vu cet homme politique scandaleux qui, à Coxyde, a directement rebondi. Le bourgmestre de Coxyde entend parler d'un incident dans sa piscine. Il entend à un moment donné que un réfugié aurait agressé une petite fille dans la piscine. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met tout le monde dans le même sac et il dit « Je vais interdire aux demandeurs d'asile l'accès à la piscine ». Bravo, applaudissent certains en se disant « Ah, voilà un acte courageux ». C'est-à-dire qu'on prend un acte isolé et on met tout le monde dans le même sac. Mais c'est pire que ça, la réalité. La réalité, c'est qu'après un jour seulement d'enquête, on se rend compte que le fameux réfugié, il n'a pas agressé l'enfant. Il est venu en aide à l'enfant qui se sentait en danger. Et que malheureusement, comme on est dans un climat anxiogène, où on n'arrête pas de criminaliser les réfugiés, les gens qui ont assisté à cette scène ont eu l'impression qu'il était en train de s'attaquer à cet enfant. Eh bien, les parents n'ont pas porté plainte. La police n'a pas porté plainte. Et finalement, le bourgmestre, quoi ? Il a finalement enlevé l'interdiction. Mais combien de médias ont parlé de ça ? Je veux dire, pour dire simplement, on doit apprendre à réfléchir, on doit être fier de nos valeurs, on doit donc investir à la culture et dans l'enseignement, ce dont nous avons absolument tous besoin. Merci Christos Doulkeridis, on se retrouve demain avec Vincent De Wolf comme invité.